Bonsoir à toutes et à tous, il est un peu plus de 21h sur l'N24, le moment de retrouver votre rendez-vous avec l'actu, votre émission Les Visiteurs du Soir, 1 heure ensemble pour réfléchir, analyser, décrypter et débattre de l'actualité du jour avec au sommaire ce soir. Large page consacrée à la situation en Ukraine, des complications sur le terrain militaire, une large mobilisation qui pourrait combler le défaut d'hommes de l'Ukraine, mais à quel prix? Et n'est-ce pas déjà trop tard? Et si oui, devrions-nous finalement envoyer des hommes en Ukraine? On en débat d'ici quelques instants. En deuxième partie d'émission, faut-il reconnaître l'État palestinien? Cette question est sur toutes les lèvres aujourd'hui après l'annonce de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège. Notre Premier ministre a une phrase très claire pour expliquer la position de la Belgique. Attendons le calme, mais certains partis militent aujourd'hui pour cette reconnaissance symbolique. C'est notamment le cas d'Écolo. Nous serons avec le député fédéral Simon Moutquin pour un grand entretien juste après notre page Ukraine. Et en fin d'émission, comme on aime partir dans tous les sens, nous terminerons avec une médium, une vraie. Marilène Coulombe est québécoise. Elle prétend savoir parler avec les morts, communiquer avec les êtres de l'au-delà. Entretien en toute fin d'émission. Voilà pour ce qui va nous occuper ce soir. Nous sommes le mercredi 22 mai. Bienvenue dans les Visiteurs du Soir. Et nous partons tout de suite direction l'Ukraine où une nouvelle offensive russe met à rude épreuve les troupes ukrainiennes de première ligne. Des troupes toujours plus affaiblies par plus de 2 années de guerre et par le manque de munitions. Alors en Ukraine, on tente d'inciter les jeunes à rejoindre leurs aînés avec une nouvelle loi de mobilisation entrée en vigueur ce week-end. Le président Zelensky, conscient du manque d'hommes sur le front, tente ainsi de renflouer les réserves. Cette mobilisation sera-t-elle suffisante? Qu'est-ce que ça va changer? On va en débattre, mais commençons par ces explications signées Louis Liégeois. Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, est à nouveau la cible de frappes russes. Depuis quelques jours, une offensive touche ainsi le nord-est de l'Ukraine. Une offensive qui a permis à la Russie d'obtenir ses gains territoriaux les plus importants depuis fin 2022. Sur le terrain, la situation de l'armée ukrainienne est délicate. Fatigue, manque de munitions mais surtout d'hommes rendent la lutte face à l'ennemi russe difficile. Nous devons renflouer les réserves en personnel. Un grand nombre de brigades, les brigades existantes sont vides. Nous devons le faire pour que les gars aient une rotation normale. Leur morale s'en trouvera améliorée. La solution pourrait bien venir d'une nouvelle loi de mobilisation entrée en vigueur le 18 mai dernier. Une loi controversée qui divise la population. L'âge de mobilisation des jeunes Ukrainiens passe désormais de 27 à 25 ans. Couplé à des incitations financières, cela devrait permettre de recruter mécaniquement près de 300 000 soldats. Cette loi de mobilisation elle-même n'est pas populaire auprès de la population. Bien sûr, les gens ont peur, c'est normal. Mais il faut prendre des décisions dans une période aussi difficile et il faut se battre. Nous devons donc défendre le pays et cette loi qui va réglementer toute cette procédure était nécessaire. Depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi de mobilisation, près d'1 million d'Ukrainiens se seraient dit prêts à s'engager, mais tous n'iront pas combattre. Ils sont en fait de potentiels recrues pour l'armée, dont les besoins en hommes se situent aux alentours de 300 à 400 000 soldats. Selon Kiev, la progression russe a désormais été stoppée, la Russie dément, alors que Volodymyr Zelensky revendique des résultats tangibles dans le nord-est du pays. Et pour aller plus loin, pour bien comprendre la situation, tout d'abord, bonsoir Frédéric Moreau. Bonsoir Jim. Toujours un plaisir de vous retrouver, avocat à barreau de Bruxelles, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions de défense européenne. À vos côtés, bonsoir Zénon Koval. Bonsoir, toujours Jim. Un plaisir évidemment. Zénon, vous êtes Partagé. diplomate, ancien représentant de l'ambassade d'Ukraine en Belgique. Et puis c'est Boris Venacker qui est à vos côtés, notre journaliste. On vous retrouve dans quelques instants, Boris, pour faire un point notamment sur le vivier d'hommes de l'Ukraine. Commençons avec vous Zénon Koval, parce que vous revenez d'Ukraine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'atmosphère sur place? Est-ce que ce mot mobilisation est sur toutes les lèvres ukrainiennes aujourd'hui? Évidemment, c'est une loi dont on parle beaucoup, mais c'est une loi qui devait finir par arriver. Donc les gens savent qu'une mobilisation était immanquable. Ce qu'on reproche peut-être au gouvernement ukrainien, c'est de ne pas avoir assez parlé pendant ces 2 années. C'est tard, vous l'avez dit. Des besoins
qui allait immanquablement... Pas assez préparer la population, c'est ça que vous voulez dire, Zénon ? Voilà, donc ça c'est le principal reproche, mais les gens savent, on l'a dit dans votre présentation, avec le petit clip par lequel on a commencé le programme, on dit qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui sont prêtes à aller à s'engager. Un des éléments, par contre, qui est négatif du côté des experts militaires à propos de cette loi est qu'on ne parle pas de la démobilisation des gens qui sont sur le front depuis 2 ans. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce roulement qui devait s'opérer aussi, avec parfois des gens depuis 2 ans dans les tranchées qui ne peuvent pas revenir. Parce qu'ils sont là, ils aimeraient quand même pouvoir souffler. Frédéric Moreau, il va falloir des mois pour que cette loi porte ses fruits. Il va falloir d'abord recruter, puis former les soldats et ensuite les structurer en grande unité. Déclaration du général Desportes, que vous connaissez bien, Frédéric Moreau. Mesure nécessaire, mais tardive, peut-être même trop tardive, cette mobilisation, Frédéric ? Ah oui, effectivement, on en comprend bien les motivations. Je pense que au fond, la motivation première du président Zelensky était d'épargner la jeunesse et de préserver l'avenir. Parce que, d'une certaine façon, les Russes envoient au front envoient des prisonniers de guerre, enfin des prisonniers tout court de droit commun, ils envoient des citoyens des républiques périphériques. Mais face à cela, l'Ukraine a déjà sacrifié toute une partie de sa jeunesse. Donc, à l'origine de ce mouvement, il y avait de bonnes intentions. Mais c'est bien trop tard. Pour vous donner une idée, en 1914, la France, qui était d'une taille démographique comparable à celle de l'Ukraine pendant la guerre, c'est-à-dire environ 40 millions d'habitants, avait une armée avant-guerre, avant la déclaration de guerre de 3 millions de soldats, et après la mobilisation de 8 millions de soldats. Donc on voit que le ratio évidemment. Donc on voit que le compte n'y est pas. Face aux Russes qui sont prêts à sacrifier des dizaines de milliers d'hommes et qui détruisent tout sur leur passage, il faut soit une compensation, une offset technologie, c'était le nom. C'est dit d'ailleurs, des compétences intellectuelles et technologiques de la nouvelle génération. Ils en parlent aussi, de l'innovation. Non, mais moi je parlais des armes qui soient capables de compenser le déficit numérique des Ukrainiens. Et si vous n'avez pas les armes pour compenser des armes de précision, donc ça c'est nous, etc., c'est nous, mais si à défaut de les donner, il faut des bras, il faut des torses, il faut des cœurs. C'est malheureux à dire, mais voilà. Cette mobilisation arrive tardivement, d'autant qu'on ne peut pas prendre des gens, juste les mobiliser et les envoyer au front, comme feront les Russes, sinon c'est de la chair à canon. D'ailleurs, il faut discuter de voir ceux qui sont en fin de peine, de pouvoir peut-être éventuellement finir cette peine sur le front. Non, je parlais d'une façon générale. Il faut les former, il faut les équiper, encore faut-il avoir des fusils, des munitions, des canons, des compétences. Vous ne formez pas un artilleur comme ça. Mais donc trop tard, Frédéric Moreau, parce que toutes ces questions-là, on aurait pu c'est se jamais poser trop depuis un tard. petit temps. C'est jamais trop tard. Mais oui, il faut mobiliser, et c'est une très bonne chose que ça arrive maintenant. Alors justement, Boris Vanacker est avec nous, je t'en donne la parole, Zénon. Boris, l'Ukraine a toujours besoin de soldats pour tenter de remédier à la situation. Les autorités ont introduit un certain nombre d'amendements pour faire rentrer les nouvelles recrues, Boris. Oui, ce serait bien de faire un point sur les effectifs actuels et passés de l'armée ukrainienne. En tout cas, après l'invasion en février 2022, l'armée ukrainienne avait atteint jusqu'à 700 000 hommes dans l'armée. Depuis, à mesure que les morts s'accumulent, que les blessés augmentent, l'effectif se réduit, ce qui a poussé donc l'armée à recruter des soldats de plus en plus âgés. Aujourd'hui, l'âge moyen est de 43 ans. Et puis, maintenant, il y a l'abaissement de l'âge de la mobilisation, dont on a parlé dans le sujet précédemment, mais Kiev a mis aussi en place la fin du renouvellement par les consulats des passeports des hommes âgés entre 18 et 60 ans, résidant donc à l'étranger. Ils devront donc retourner en Ukraine pour le faire. Ça les rendra donc de facto mobilisables. Et puis, vendredi, le ministère de la Défense a annoncé le lancement d'une application Mobile Reserve Plus, sur laquelle chaque homme mobilisable pourra mettre à jour ses informations de contact, comme son téléphone ou son adresse. Et justement, Boris, l'armée est en capacité de mobiliser combien de personnes ? Oui, concrètement, selon le Financial Times, 1,2 million d'hommes sont en service déjà utilisés par l'armée, mais l'Ukraine a une capacité de mobiliser 3,7 millions de soldats supplémentaires. Parmi eux, il y a 2,8 millions de soldats qui sont inscrits, enregistrés et mobilisables, mais toujours selon le Financial Times, 900 000 personnes ne le sont pas encore. Ils sont donc mobilisables, mais pas encore vraiment enregistrés dans le système.
Oui, et puis beaucoup d'Ukrainiens vivant à l'étranger en territoire occupé aussi, Boris. Oui, tout à fait. 2,9 millions d'hommes sont en fait indisponibles puisqu'ils sont en territoire occupé, inutilisables. Et puis il y a 1,3 million d'entre eux qui vivent à l'étranger. Ils ont fui le pays tout simplement. Et plus de la moitié d'entre eux souhaiteraient obtenir une autre nationalité. Merci beaucoup, Boris Zenon Koval. Certains parlent aujourd'hui d'abaisser l'âge à 20 ans. L'âge moyen de soldat ukrainien aujourd'hui, c'est 43 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Zenon? Il va falloir passer par là un moment. Non, mais il y a beaucoup de nuances Dites-nous. par rapport à ce qui vient d'être dit. Dites-nous. Par rapport au gouvernement ukrainien, quand j'ai dit qu'il y avait certains reproches, qu'on n'avait pas préparé la population à cette loi, donc ça ne veut pas dire... Si vous entrez dans l'armée, si vous êtes enrôlé, ça ne veut pas dire que vous êtes envoyé directement non, pas du sur tout. le front. Vous n'allez pas sur le front directement, bien voilà. sûr. Hein. Et donc ça, c'est une chose importante à dire à la population. Il y a des services qui travaillent dans les ministères, dans l'approvisionnement, dans toute une série d'autres... Ce ne sont pas que des hommes avec des fusils qui vont au front. Vous avez raison. Et on n'enverra au front que des gens... préparés, bien évidemment. Il est évident que les jeunes apprennent beaucoup plus facilement tout ce qui est guerre de haute technologie. Frédéric vient d'en parler, donc ça, c'est un élément important. Et puis, il y a les bagarres sur le front, où là, un homme de 50, de 60 ans ne peut pas courir comme un jeune de 25 ans. Oui. Donc ça, c'est une chose. Deuxième élément, maintenant, dont on a parlé aussi, le fait que les consulats ne renouvelleraient pas certains documents des Ukrainiens vivant à l'étranger, ça a été le cas pendant un certain moment, puis il y a eu rectification. Donc on peut se rendre dans les consulats pour obtenir toute une série de services consulaires, mais on demande aux gens qui sont à l'étranger de remettre à jour leur enregistrement au niveau de la situation militaire des gens. Et pour ceux qui sont à l'étranger, ça implique un retour en Ukraine en déant les 6 mois. Oui. Mais ça risque encore de se durcir, non, cette politique-là, Zenon Koval, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens à l'étranger. À un moment, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que les gens réfléchissent pour savoir s'ils vont rester à l'étranger ou aller au pays. Frédéric Moreau, aujourd'hui, le problème, et on le dit depuis le début, et vous êtes le premier à le dire, Frédéric, le problème, ce sont donc les hommes, la mobilisation, évidemment, de ce vivier de soldats côté ukrainien. Est-ce que ce genre de loi ukrainienne peut véritablement changer le cours de la guerre, ou est-ce qu'à nouveau, les Ukrainiens sont destinés à survivre, à se battre jusqu'à la séquence suivante? Et pardon pour ce cynisme. Oui, elle peut changer, elle doit changer, parce que de toute façon, grignotage après grignotage, l'armée russe avance, destruction après destruction, on voit bien comment elle avance. Hein. C'est la politique de la table rase. Elle détruit complètement les villages autour de Kharkiv, exactement de la même façon qu'elle a rasé Mariupol. Hein. Souvenez-vous de la destruction de Mariupol. Donc face à cela, il faut tenir. Alors les hommes, ça fait partie d'un ensemble. Il faut des fortifications, il faut des armements, etc. Elle a une vertu, cette mobilisation. C'est vis-à-vis des sponsors occidentaux, États-Unis et Européens. C'est un signal qu'ils envoient. C'est un signal pour nous en disant... Parce que s'ils ne mobilisent pas, alors on peut dire, mais écoutez, personne ne va aller se battre à votre place. Hein, on peut aider pour les armes, on peut aider pour l'argent. Mais on ne va pas se battre à votre place. Donc si vous ne faites pas un effort pour défendre votre sol, il n'y a pas de raison que nous, on fasse un sacrifice en termes financiers, d'équipement, de vous donner les armes de nos armées, si vous ne voulez pas vous battre. Donc c'est très important politiquement. C'est au moins aussi important militairement, l'effet sur le terrain, que politiquement vis-à-vis des puissances occidentales. Encore un petit mot avec vous, Zenon Koval, parce qu'il y a aussi l'impact économique. Aujourd'hui, près d'1 million d'Ukrainiens servent dans l'armée, 6 millions de personnes ont fui le pays. On a évidemment une situation économique qui est de plus en plus compliquée aussi. Un chiffre, le PIB de l'Ukraine en 2024 devrait être près de 25% en dessous des niveaux d'avant-guerre, ce qui est véritablement logique. Mais ça, on en parle en Ukraine, on y pense à... l'après, même le présent aujourd'hui, le pays doit continuer évidemment à tourner, Zenon Koval. Bien évidemment. Et donc, il y a tout ce qu'on essaie de faire en Ukraine pour que les gens restent au travail. Il y a toute une série, on parlait de cette mobilisation générale, il y a toute une série de catégories de gens préservés. Les gens qui travaillent dans l'énergie, les gens qui travaillent dans les services, les gens qui travaillent au niveau médical. Bon, là, il y a encore une différence évidemment entre ceux qui peuvent être utilisés pour soigner les soldats, etc. Donc, il y a toute une différenciation qui est faite au niveau de la population pour qu'une vie sociale et économique continue. Vous savez quel était le poids de l'exportation des céréales au niveau de l'Ukraine. Donc, le fait qu'un corridor existe aujourd'hui permet à nouveau de faire travailler toute une série de personnes au niveau de l'agriculture, au niveau de la transformation des produits, au niveau de l'exportation des produits,
Au niveau maintenant de l'industrie militaire, vous savez qu'il y a pas mal de délégations étrangères françaises, anglaises, américaines, allemandes qui sont venues en Ukraine pour voir comment vous pouvez aider l'Ukraine à coproduire sur place ce qu'il faut pour l'armement. Parce qu'on n'arrive pas à répondre à nos propres promesses aussi, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Et puis, il y a toute la question, vous voyez, du déplacement, de la logistique pour amener tout cela sur place, ce qui prend beaucoup de temps. Alors que si on peut produire sur le terrain, avec les innovations que les Ukrainiens apportent, puisque n'oublions pas que d'un point de vue technologique, les Ukrainiens ont fait des miracles avec ce qu'ils avaient sur place, pour mettre en difficulté l'armée russe. Ouais, écoutez, le reste va vous intéresser, Frédéric Moreau, parce que c'est Marie-Jean-Yves qui nous a rejoint. Bonsoir Marie. Marie, on va revenir avec vous sur un sujet dont on parle régulièrement. Le président français Emmanuel Macron persiste et signe. Il n'exclut pas d'envoyer des troupes en Ukraine, Marie. Oui, c'était début mai. Le président français a fait la une de l'hebdomadaire britannique dit Economist avec une longue interview que vous voyez ici titrée « L'Europe est en danger de mort ». Et au cours de cet entretien, Emmanuel Macron a déclaré que si les Russes devaient percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, alors on devrait légitimement se poser la question de l'envoi de troupes européennes en Ukraine. Oui, beaucoup de si. C'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron évoque l'envoi de troupes en Ukraine, Marie. Oui, la première fois, c'était il y a 3 mois. À la surprise générale, Emmanuel Macron avait ouvert la porte à une intervention directe de soldats européens en Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Oui, des déclarations qui n'aident pas du tout plu à tout le monde. Donc plusieurs pays européens et l'OTAN avaient réagi avec en premier lieu une grosse réaction côté allemand du chancelier Olaf Scholz qui avait accusé le président français de ne pas avoir consulté ses alliés. Et chez nous, vous allez le voir, la ministre de la Défense, Ludivine de Donder, avait rappelé que l'envoi des troupes n'était pas du tout à l'ordre du jour et que la priorité restait évidemment de soutenir l'Ukraine avec l'aide matérielle. Oui, je vois déjà que Frédéric Moreau s'impatiente parce que oui, on rappelle que le président Macron a dit qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes, évidemment, pour être complètement complet. Alors Marie, oui, il y a une différence, vous avez raison Zénon. Marie, vous êtes allée demander sur le front ukrainien ce qu'on pensait de ces déclarations. Oui, j'ai parlé cet après-midi avec Ostap. Ostap, vous allez le voir, c'est un officier ukrainien. On l'avait déjà eu ici pour parler de la situation sur le front en Ukraine. Et lui, il m'expliquait qu'évidemment, des soldats européens aideraient beaucoup les troupes ukrainiennes. Mais ce dont l'Ukraine a besoin en priorité aujourd'hui, ce sont des systèmes de défense aériens. Et puis Olaf, il rappelle aussi, et ça fait écho aux propos d'Emmanuel Macron dans The Economist, qu'envoyer des soldats européens, c'est aussi renforcer envoyer des soldats ukrainiens, c'est aussi renforcer la défense européenne. On va l'écouter tout de suite. They do not have experience these weapon systems, these drones, etc., and the battlefield. So Ukraine is a perfect opportunity for Europe to modernize its systems and to get better protected from future attacks and future aggressions from non-democratic world. Zénon Koval, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on en parle aussi de ces propos du président Macron? Et d'autres chancelleries commencent aussi évidemment à les avoir, ces propos-là. Moi, je crois qu'il est très important qu'on en parle, puisque c'est un des éléments primordiaux de la dissuasion. Si on se met toujours des lignes rouges et qu'on n'en parle pas... C'est quand même dingue, que le président Macron dise n'exclut rien et qu'on soit là tous, les Allemands les premiers, à dire non, on ne fera jamais ça. Les Russes n'excluent rien. Alors ça... Si vous entendez les propos tenus par la dissuasion au niveau de la Russie... Encore récemment, le déplacement aussi de... On est encore très loin. Ouais. Et donc je crois que c'est une déclaration courageuse, même si elle suscite des réactions qui vont en tous sens, mais au moins ça fait partie du débat. Oui. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on ne fait pas que reporter, finalement, Frédéric Moreau, cette question qui va se poser un jour? Et à nouveau, je m'en excuse, mais je me rappelle de vous deux sur ce plateau à l'époque, quand on parlait de l'envoi d'armes en Ukraine, on disait « Oh, je ne suis pas sûr que ça va le faire ». Et puis, petit à petit, on a brisé ce tabou. Est-ce que ce tabou-là, on n'est pas destiné à le briser in fine, Frédéric Moreau? Bon, d'abord, je voudrais rappeler que vous ne m'avez jamais entendu parler de lignes rouges. On peut reprendre toutes les émissions. Je vous ai toujours dit, les lignes rouges, mais on était sceptiques quand même. Vous étiez sceptiques, voilà. Replaçons les choses, voilà. Je crois qu'il faut revenir à la faute originelle. La faute originelle, de mon point de vue, en tant que spécialiste des questions de stratégie, c'est la faute du président Biden, pas du président Macron, de dire dès le premier jour, nous n'en verrons jamais. Je pense que je pense qu'il a fait une grosse erreur de stratégie, parce que du coup, il s'est privé d'une arme. Personne ne lui demandait rien. Il n'avait pas besoin de dire qu'il enverrait des Américains au sol. Voilà. Donc, voilà. Après, une fois que le président américain dit ça, vous avez tous les alliés obligés des États-Unis
qui suivent comme les petits poulets le coq et qui disent nous non plus, si le grand frère américain n'y va pas, il n'y a aucune raison qu'on y aille. Le président Macron a eu raison, de mon point de vue, d'essayer de rétablir, parce que ce n'est pas franchement un franc succès, une forme d'ambiguïté stratégique. Il eût mieux fait d'avoir un consensus d'au moins quelques-uns. D'en parler aux autres, notamment. Mais il en a peut-être parlé, on n'en sait rien. Vous n'en savez rien, moi non plus. Il en a peut-être parlé, peut-être personne ne voulait. Alors, non, mais Scholz dit qu'il n'a pas consulté des alliés. C'est pour non, ça. mais Scholz, d'accord, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Bien sûr. Du reste, de ce point de vue-là, vous remarquerez, c'est peut-être pas un hasard, que tous ceux qui sont en faveur de l'envoi de troupes au sol reconstituent sur les cartes la petite entente de 1914. De 1940, excusez-moi. Donc si on enlève l'Allemagne et l'Italie, je mets de côté, et l'Espagne, donc voilà, on a les puissances de l'Axe, voilà, peut-être un hasard, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on va le faire ou pas, je termine. Il a peut-être aussi été maladroit de parler de troupes au sol. Parce que militairement parlant, on a beau tourner le problème dans tous les sens, ça fait pas grand sens d'envoyer des troupes françaises ou occidentales au sol, parce que nous n'avons pas les effectifs, voilà, et on voit mal, on a beau essayer de garder la frontière de l'Ukraine, etc., aussitôt que l'on mettra des troupes au sol, elles seront la cible des Russes. C'est peut-être pour ça aussi, pour protéger les infrastructures ukrainiennes, notamment, c'est mettre nos soldats et dire qu'ils ne vont pas. De toute façon, il ne faut pas mentir. Si on met des troupes au sol, on mettra la protection aérienne qui va avec. C'est ça, c'est ce que veulent les Ukrainiens. C'est pour ça que je dis, il valait mieux parler de force. Pour rester de nouveau un peu ambigu aussi. Parce que pourquoi ? Parce que les forces de l'Alliance, en particulier des forces françaises, là où elles excellent et elles pourraient jouer un rôle déterminant en Ukraine, c'est l'aviation. C'est l'aviation, c'est les missiles. Il faudrait peu de choses aux forces françaises, à l'aviation française, pour détruire ce qui reste de la flotte. Un dernier mot, Frédéric, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes. Est-ce qu'on va y arriver à un moment, vous pensez ? Comme les Américains en 1943. Oui, ok, alors Zénon, même réponse que Frédéric Moreau en quelques secondes. Une chose que je voudrais ajouter à propos de l'initiative du président Macron, il y aura aussi une initiative du président ukrainien, puisqu'il y aura une grande conférence sur la paix et la sécurité en Suisse à la mi-juin. Et donc il est très important d'être proactif et de ne pas être toujours réactif par rapport aux menaces proférées par Moscou. Nous avons un plan de paix, donc nous ne devons pas débattre et nous protéger de celui qui est proposé comme ultimatum par Moscou. Nous irons en Ukraine, dernier mot, Frédéric. Comme les Américains ont dû venir en Europe en 1917, comme ils ont dû venir en Europe en 1943, 44, pardon, je vais y arriver, quand la Russie va finir par nous attaquer. Elle va le faire. Il y a un moment où ils vont faire une gaffe. Ils vont couler un bateau européen. Ils vont toucher un avion de ligne européen. Et là, on va devoir y aller. Donc, autant s'y préparer tout de suite. Et l'Ukraine donne du temps à cette préparation, malheureusement, en le payant. De leur vie, évidemment. Merci beaucoup, Zénon Koval. Merci, Frédéric Moreau. Tout est toujours plus clair, évidemment, après votre passage. Merci à Boris Vanacker et Marie-Jean Hyes pour la préparation de ce grand dossier. À suivre, tout à fait une autre question, la reconnaissance de la Palestine, puisque aujourd'hui, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande l'ont fait. Que va faire la Belgique ? Eh bien, on en parle dans quelques instants avec un grand entretien avec le député écolo Simon Hontequin. À tout de suite.